Un chien a attaqué un taureau domestique, mais il s'est avéré que l'ongulé ne se battait pas plus mal qu'un buffle sauvage. Le taureau s'est d'abord enfui devant le chien, puis il s'est retourné et s'est lancé dans une contre-attaque. Il a presque percuté le chien avec ses cornes et lorsque son adversaire, plus léger, a esquivé, le taureau s'est mis à piétiner son adversaire. Le chien a eu de la chance d'être en vie, mais il sait maintenant exactement où se trouvent ses propres côtes. La douleur qu'elle lui cause, elle la ressentira encore longtemps. Vous n'auriez pas dû mettre cette bête à cornes en colère. Nous vous montrerons d'autres cas où les taureaux ont montré qu'il ne fallait pas leur chercher des noises. L'ours était tellement concentré sur la nourriture qu'il trouvait sous ses pieds qu'il n'a pas remarqué l'énorme Gaor, un taureau sauvage asiatique. Finalement, l'ours a entendu la respiration du géant derrière lui, a regardé autour de lui et il s'est enfui, paniqué. L'ours ne s'attendait certainement pas à ce que l'énorme buffle puisse s'approcher aussi près sans se faire remarquer. Le prédateur a eu de la chance que l'ongulé veuille bien céder sa place. Si le taureau avait foncé sur l'ours, même un animal carnivore de cette taille n'aurait pas résisté. Mais si le Gaor avait poussé l'ours contre un arbre, le prédateur ne s'attendait pas à une telle insolence, mais il ne pouvait rien faire. Le buffle est trop grand et trop fort. Il ne se calme même pas et continue d'attaquer l'ours, le forçant à grimper encore plus haut. Le pitbull pensait que son attaque frontale et ses aboiements feraient paniquer le buffle. Bien sûr, lorsqu'un pitbull vous fonde dessus, il est difficile de rester indifférent, car c'est l'un des chiens les plus forts de sa catégorie de poids. Et surtout, il a une poigne mortelle. Cela ne va pas dire qu'il a une morsure super forte, c'est juste qu'une fois qu'il a serré ses mâchoires, il est extrêmement difficile de les faire se desserrer. Il n'est pas surprenant qu'un pitbull puisse faire très peur à des animaux beaucoup plus grands. Mais le pitbull a regardé l'agresseur comme un idiot et au moment clé, il l'a jeté l'insolent au loin. Le pitbull s'est envolé comme un chiffon. Le bison n'avait pas peur et c'était une bonne nouvelle pour le chien car sous l'effet de la colère et de la panique, un tel taureau aurait pu piétiner le chien. Le pitbull fit donc un saut périlleux en l'air et lorsqu'il se releva, s'éloigna du bison comme s'il s'agissait d'un monstre. Cela servira de leçon aux chiens. Il existe des chiens sauvages rouges dans le sud de l'Asie. Si tu te souviens de l'histoire de Mowgli, c'est avec eux que les loups d'Akela se sont battus. Les chiens rouges ne sont pas aussi grands, mais ils sont très nombreux, agiles et rusés. Ici, ils entourent une femelle Gaor et son petit qui vient de naître. La mère domine le petit comme une montagne vivante, mais elle est prise dans un cercle. Il y a une douzaine de prédateurs. Et bien que les chiens rouges ne puissent pas sauter à la gorge du buffle, ils attaquent constamment de différentes directions pour distraire la mère et kidnapper le bébé. Mais les prédateurs ne savent pas à qui ils ont affaire. Les Gaor ont non seulement une force écrasante, mais aussi une excellente vitesse de réaction. La femelle réfléchit à la vitesse de l'éclair, les attaque des ennemis, puis revient et se bat contre le petit dès qu'un autre chien s'en empare. Le Gaor disperse littéralement les prédateurs et les fait fuir. Les chiens rouges, têtus, sont prêts à accepter le risque d'être frappés par les cornes et les sabots d'un ennemi aussi terrible, uniquement pour vaincre. Pour eux, ce bébé sans défense est un repas, suffisant pour la meute pendant au moins 2 jours. Cependant, l'endurance de la mère du veau constitue une surprise désagréable pour les prédateurs. Les chiens ne peuvent ni l'éloigner, ni la ralentir, ni la distraire. Elle se dresse menaçante au-dessus de son petit, ses pattes ressemblant aux colonnes d'un dôme protecteur. C'est une gardienne coriace, n'est-ce pas? Certes, lorsque la femelle fait un pas, elle ne peut pas frapper intentionnellement la tête du veau, mais c'est mieux que les crocs des canidés. Ce grand cerf pensait que ses bois ramifiés plus larges lui donnaient un avantage dans une confrontation avec un bison. Il faut reconnaître à ce combattant qu'il n'a pas peur d'un adversaire plus massif et qu'il passe audacieusement à l'attaque. En outre, le cerf peut vraiment compter sur ses bois. Ils sont énormes, puissants et solides. De nombreuses branches permettent de compenser, de répartir la force du coup porté de face, mais aussi de couvrir la bête sur le côté. Pour bloquer l'attaque de l'ennemi sur le flanc, le cerf n'a qu'à tourner légèrement la tête sur le côté pour rencontrer l'une des pointes acérées de son ennemi. Les coups sont dangereux car ils peuvent endommager les organes internes, atteindre les yeux de l'ennemi ou même se planter dans son corps. Cependant, ne compter que sur les cornes et le courage dans un combat contre un taureau est une erreur. Les cornes du bison sont peut-être courtes, mais la bête elle-même est incroyablement forte et résistante.
Le bison est environ 2 fois plus massif que le cerf et ne recule pas devant sa force. Dès la première attaque, il repousse facilement le cerf, puis il lui donne une crampe à son adversaire, montrant ainsi qu'il s'est trompé de cible. Le taureau est enjoué, mais il domine son adversaire avec assurance. S'il l'avait voulu, il aurait probablement écrasé la résistance de son adversaire depuis longtemps, renversé le cerf et l'aurait tout simplement piétiné. Mais le bison préfère un ennemi digne de ce nom et se comporte avec dignité et retenue, ne menant pas le combat jusqu'à une fin fatale. Cependant, le cerf ne doit pas mettre à l'épreuve la patience d'un ongulé plus grand que lui. Si vous pensez que les bisons vainquent leur adversaire uniquement grâce à leur force physique, vous vous trompez. Ici, un très jeune mâle a affronté 3 cerfs matures et puissants en même temps. Chacun des rennes est plus grand que le jeune taureau, mais il ne se laisse pas faire. Armés de cornes ramifiées, les animaux attaquent et obligent le buffle à reculer. Mais il surmonte sa première frayeur. Il semble que le fait même de sa propre retraite lui soit devenu désagréable. Le bison passe alors à la contre-attaque par simple entêtement, pour montrer aux rennes qu'ils se sont trompés d'ennemis. Et bien sûr, le bison gagne. Il disperse un groupe de cerfs de 3 individus dont chacun est plus grand qu'un taureau. Ce genre de courage mérite votre like, n'est-ce pas? Un grand troupeau de buffles broutait et s'occupait de ses affaires lorsqu'un rhinocéros s'est approché d'eux. Vous seriez surpris, mais ils ne savaient pas vers qui ils se dirigeaient. Les rhinocéros ont une particularité, ils ont une mauvaise vue. Ils s'orientent en reniflant, mais les mouvements du côté sous le vent peuvent cacher la présence d'un animal au rhinocéros. Et ce n'est pas intentionnel. Bien souvent, ces énormes bêtes blindées, pesant jusqu'à 3 tonnes, ne peuvent repérer les autres animaux proches d'eux qu'à quelques mètres de distance. Lorsqu'un flou devant les yeux prend la forme d'un animal assez gros, le rhinocéros peut avoir peur, même si son voisin dans le pâturage est un autre herbivore. Et quand un rhinocéros a peur, il attaque. Cette particularité a été à l'origine de nombreux conflits ridicules entre la bête cuirassée et d'autres herbivores qui ne le menaçaient, mais alors pas du tout. La même chose s'est produite ici. Le rhinocéros avançait tranquillement et soudain, les taches sombres ont formé tout un troupeau de buffles. Le géant est alors stressé. Il allait attaquer tout le troupeau et piétiner les plus jeunes, mais il s'était trompé d'ongulé. Les bisons agissent de manière décisive et en même temps intelligente. Le chef du troupeau s'est retrouvé en tête-à-tête avec un énorme rhinocéros, plusieurs fois plus massif et beaucoup plus fort. Le taureau se rend compte qu'il ne peut pas venir à bout d'un adversaire aussi redoutable, mais son objectif est différent. Il détourne simplement l'attention de l'agresseur sur lui pour laisser le temps au reste de sa famille de s'enfuir sans trop de panique. Une étonnante loyauté envers sa famille, n'est-ce pas? Le rhinocéros menace le taureau accepte les règles du jeu et les manœuvres commencent. Visuellement, le buffle semble être un adversaire égal au rhinocéros, mais c'est un bluff. Si l'animal plus massif se rend compte de sa supériorité, il renversera le buffle ou lui percera le ventre avec sa corne. En même temps, le taureau ne doit pas reculer, car sa tâche est de distraire son adversaire. C'est pourquoi les rivaux se tournent autour, s'attaquent prudemment, sans mettre toute leur masse dans les coups, et testent leur courage mutuel. Et en termes de courage, le taureau a gagné sans équivoque. Il a attendu que le rhinocéros quitte son militantisme, après quoi il s'en est allé prudemment vers ses proches sans perte ni dommages sérieux. La lionne pensait pouvoir tendre une embuscade au taureau, et si les ongulés se sentaient menacés, elle n'avait qu'à s'enfuir. La lionne se trompait. Les ongulés ne la laisseraient pas partir si facilement. La chatte ne savait pas à qui elle avait affaire. Le taureau avait non seulement montré à l'ennemi qu'il avait remarqué la présence d'une menace, mais ils avaient aussi été le premier à attaquer. La lionne se figea de stupeur, elle ne s'attendait pas à une telle insolence, et le taureau en profita. L'ongulé attaqua le félin prédateur, le plaqua au sol d'un coup puissant, puis le souleva sur ses cornes. D'un geste puissant, le taureau jeta sur son dos la lionne découragée, qui s'effondra sur le sol. La féline prédatrice ne pouvait même pas envisager d'attaquer les taureaux. Elle a eu la chance de s'en sortir vivante et relativement indemne. La crinière empêche le lion de s'approcher furtivement de sa proie, mais s'il parvient à s'en approcher suffisamment, le mâle représente un danger même pour un jeune rhinocéros ou un éléphanteau. Pour un lion, abattre un taureau en tête-à-tête est une tâche difficile mais réalisable.
Cependant, ce prédateur ne sait manifestement pas à qui il a affaire. Le lion ne sait manifestement pourquoi le buffle ne s'enfuit pas s'il a repéré l'ennemi à l'avance. La peur a-t-elle paralysé le taureau? Pas du tout, c'est juste que le buffle a confiance en sa force. Il est prêt à se battre contre le prédateur et cette confiance en soi n'est pas anodine. Le lion attaque. Il s'abat sur le taureau et tente de le mettre à terre, mais l'ongulé résiste au premier assaut. En guise de représailles, le buffle essaie de frapper le lion avec des pointes de cornes acérées et des mouvements brusques de la tête sur le côté pour lui déchirer la peau, l'accrocher et le faire tomber de son dos. Un lion expérimenté comprend ce danger et se tient à l'arrière de l'ennemi. Ses pattes greffues s'accrochent solidement aux flancs musclés du buffle, tandis que ses puissantes mâchoires s'agrippent à son dos. Le but du lion est de mordre à travers la peau, à la jonction de la colonne vertébrale et de la peau. Comme ça, c'est plus facile de paralyser ou de moins d'affaiblir sa victime. Mais le taureau est beaucoup plus fort et courageux que le prédateur ne le pensait. L'animal herbivore réagit de manière impressionnante et repousse le prédateur qui pèse plus d'un quart de tonne. En même temps, bien que le taureau lui-même soit plus lourd, une telle masse reste pour lui une grosse charge. Néanmoins, le taureau parvient à repousser l'attaque et à riposter. Le lion en a assez de cette danse et s'enfuit. Un hérisson se promenait dans un tunnel entrouvert à flanc de colline et a soudain remarqué d'énormes aiguilles. C'était un porc-épic. On aurait dit la rencontre de deux frangins. Le plus jeune et le plus âgé. Sauf que le porc-épic était un peu occupé. Il se battait contre un énorme python qui avait décidé d'attaquer la bête. Prêtez attention à la peau parfois nue de la queue et du dos du porc-épic. On dirait qu'il est malade ou blessé, mais en fait, la plupart des aiguilles sont restées dans le corps des autres ennemis. Oui, vous avez bien compris, si le porc-épic a l'air si malmené, c'est en fait parce qu'il est en train de gagner et non de perdre. Lorsqu'un gros python de la longueur d'une petite voiture l'attaque, le porc-épic réagit en lui tournant le dos et en faisant quelques mouvements brusques en direction du serpent. Il contrecarre ainsi l'attaque de l'ennemi, mais surtout il lui transperce le corps avec des aiguilles et lui inflige de terribles coups de couteau qui peuvent littéralement détruire les organes internes du reptile. Le porc-épic attaque en tournant le dos de l'ennemi, ce qui est une tactique unique, qui extérieurement ne semble pas particulièrement effrayante. Mais regardez le serpent, il est abasourdi par une telle attaque. Le porc-épic agit de manière très agressive. Il est massif et en plus des aiguilles, il utilise la tactique de l'éperonnage. Réduisons le python en poussière et le plaquant au sol. Même un léopard adroit aurait du mal à retirer l'aiguille de sa plaie. Le python n'a aucune chance de se débarrasser des dons du porc-épic. Même s'il survit, il ne tiendra pas longtemps après avoir battu en retraite. Dans un climat tropical chaud, des plaies contenant des aiguilles s'enflamment rapidement. L'infection s'installe, aggravée par le mauvais état de santé du porc-épic. Après une bataille perdue, le python est donc condamné. Mais le hérisson a choisi cette voie pour une bonne raison. Pendant que le gros porc-épic affronte l'énorme python, le hérisson se bat aussi contre des serpents de sa catégorie. Moins long bien sûr, mais venimeux. Il faut reconnaître à ce reptile le mérite d'avoir tenté d'attaquer le hérisson à la gueule sans être protégé par des aiguilles. Si les dents venimeuses s'étaient enfoncées dans le nez de la bête, le poison aurait arrêté son cœur en 1 minute. Mais le hérisson s'avère être un combattant coriace qui mise non seulement sur la défense, mais aussi sur la vitesse de réaction. Le temps de réaction du hérisson est excellent. Ce n'est que grâce au mode ralenti que l'on peut voir avec quelle rapidité il esquive les dents empoisonnées de l'ennemi. Le combat se déroule à courte distance, donc outre la vitesse, la direction est également un facteur important. Si le hérisson s'était tourné sur le côté, avait sauté en arrière ou avait levé la tête vers le haut, le deuxième lancer du serpent lui aurait été fatal. Au lieu de cela, le hérisson a fait le seul mouvement correct. Il a penché la tête, ce qui lui a permis d'esquiver le lancer et de pointer ses aiguilles contre le serpent. Le reptile a essayé de briser cette défense, mais il s'est seulement blessé la bouche. Le tatou a la réputation d'être une bête mignonne et plutôt craintive qui, à la moindre menace, se met en défense sourde, se met en boule et attend que l'ennemi batte en retraite, incapable de pénétrer ses défenses. Cependant, le tatou ne se comporte ainsi que s'il rencontre un grand prédateur comme un lion ou un jaguar. Il en va autrement des serpents. À la recherche de nourriture, le tatou ressemble à un aspirateur vivant qui traverse la forêt et examine soigneusement sa litière.
Cet animal laborieux, au visage allongé, semble si mignon qu'on a envie de crier « Attention, il y a un serpent !» Mais le tatou, il en a rien à faire. Le reptile a choisi le mauvais adversaire pour l'intimider ou le vaincre d'une seule morsure. Il lance ses dents venimeuses sur le tatou. Bien que la bête sursaute et recule, elle ne subit aucun dommage. Les dents venimeuses n'ont rien pu faire grâce aux défenses de l'animal. Si vous pensez que le tatou a eu de la chance, vous vous trompez. En fait, c'est le serpent qui a eu de la chance car il était suffisamment gros pour que le tatou ne le considère pas comme de la nourriture et poursuive ses activités. Il est tout simplement trop paresseux pour s'en occuper. Un peu moins long, mais les reptiles venimeux les plus dangereux pour le tatou, une friandise préférée. Et la bête n'a même pas besoin de se mettre en boule car sa carapace lui offre déjà une excellente protection. Voyez ce qui se passe lorsque le serpent à sonnette attaque un tatou. Le serpent sort littéralement sa tête à la vitesse d'une balle, expose ses crocs empoisonnés avec une hémotoxine qui détruit le sang quand même et s'enfonce dans la carapace. L'effet est le même que celui des balles tirées sur Superman. Le tatou n'a même pas bronché. Les dents acérées et venimeuses du serpent à sonnette ne sont ni assez puissantes ni assez fortes. Elles se brisent littéralement contre l'armure de la petite bête vorace et le serpent reçoit une commotion comme s'il était écrasé la tête la première contre un rocher. Il ne reste même pas une égratignure sur le carapace. Et si les serpents géants peuvent être une menace pour un tatou, voici ce qui se passe lorsque cette bête blindée rencontre un serpent seulement une fois et demie plus grand qu'elle. On ne peut même pas parler de combat, mais plutôt de massacre. Le reptile n'a aucune chance. On a l'impression que le tatou ne prend pas du tout son adversaire au sérieux et qu'au lieu d'une tactique bien pensée, il mord là où il faut. Il se contente de vérifier où il serait le plus pratique de saisir l'ennemi avec ses dents. Le serpent s'agite, se débat, essaie de mordre, mais aucune de ses contre-attaques ne réussit. Le tatou les ignore, tout simplement. Sa peau résistante, recouverte d'une armure naturelle, le rend totalement invulnérable face à un ennemi de cette taille. En fin de compte, le tatou écrase le serpent, réduisant à néant ses tentatives de résistance. Et le serpent est d'autant plus incapable de s'enfuir en rampant que l'ennemi l'attrape rapidement et le tient. Néanmoins, se contenter d'une seule arme sous la forme de dents venimeuses n'est pas une option efficace contre un tatou. Pour sa peau, les dents d'un reptile venimeux sont comme des coups de pistolet contre un char d'assaut. Même si l'anaconda n'est pas le serpent le plus long du monde, il est certainement le plus fort. Son poids dépasse celui des pythons, les plus longs, et toute cette masse est constituée de muscles puissants et fiables. L'anaconda se jette sur sa proie, la saisit avec ses mâchoires et l'enveloppe presque instantanément dans ses anneaux. Cette tactique échoue rarement, car se défaire du poids d'un corps d'un serpent de la longueur d'un minibus ne peut... presque personne ne peut y arriver. Contrairement à une idée reçue, un anaconda n'a pas besoin de chercher le coup pour étrangler un adversaire. Il serre simplement son corps et son torse dans n'importe quelle partie du corps, ce qui cause déjà de terribles dégâts. Les os ne résistent pas, les organes internes subissent des dommages critiques. Chaque respiration est de plus en plus difficile et douloureuse que la précédente. Et en raison de la compression complexe, la pression sanguine dans les vaisseaux augmente tellement que la proie est pratiquement assommée par ce seul effet. Mais même avec un tel arsenal, attaquer un jaguar était une grave erreur. Même pour un anaconda adulte et énorme qui est 2 fois plus grand qu'une panthère. Le jaguar est inférieur au lion et au tigre en termes de masse, mais son corps est incroyablement musclé. Sous la peau de la bête, on peut voir les muscles tendus qui s'étirent au fur et à mesure que le prédateur se crispe et exécute chaque mouvement bien réglé. La puissance, l'agilité et la précision des mouvements coordonnés permettent au jaguar de se libérer de l'emprise de l'anaconda avant que le serpent n'ait sérieusement endommagé la panthère. Le chat parvient à se libérer, mais ce n'est pas la fin, seulement le début. Le jaguar veut donner une leçon à l'anaconda et passe à la contre-attaque. Le serpent s'enfonce dans l'eau, mais cela ne le sauvera pas. Contrairement aux autres panthères, le jaguar sait non seulement nager, mais il aime le faire. Il est également si agile qu'il chasse même dans l'eau, eh oui. Le fait que la panthère ne voit pas l'anaconda en embarras sans rien le félin. Avec des mouvements rapides, comme l'éclair, le jaguar trouve l'ennemi et commence à le frapper, puis l'attrape avec ses mâchoires.
La force de la morsure du jaguar est plusieurs fois supérieure à celle du lion et l'anaconda, même avec toute sa longueur et sa puissance, ne peut supporter une telle morsure. Serrant les crocs, la panthère paralyse littéralement l'ennemi. L'anaconda tente encore de bloquer au moins le museau du jaguar, de lui enserrer le nez et la gueule, mais l'ennemi est trop fort. À l'issue de ce combat, le jaguar vainc l'anaconda et l'apporte à sa famille en guise de repas. Notons au passage qu'il s'agit d'un jaguar noir et que sa femelle et ses chatons sont de la couleur tachetée habituelle. La couleur foncée du pelage est transmise par un gène récessif, de sorte que tous les petits de ce combattant surpuissant ont hérité de la couleur du second parent. Mais les petits-enfants seront probablement noirs eux aussi. Avec un père aussi fort, féroce et loyal, les chatons de jaguar ont toutes les chances de survivre, de grandir et d'avoir leur propre progéniture.